Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un super samedi matin. On se retrouve aujourd'hui du coup tous ensemble pour discuter avec Black Esport qui va nous rejoindre dans environ 5 minutes. Voilà, j'en profite pour faire une petite introduction, pour vous laisser le temps d'aller chercher un café et d'arriver. En tout cas, sachez que je suis super heureux aujourd'hui de vous retrouver. On va pouvoir discuter pendant près de 45 minutes de beaucoup de sujets, notamment autour du marketing dans le monde de l'e-sport, qui est un monde qui est en constante évolution, vous vous en doutez. On abordera aussi le parcours évidemment de Blake, on essaiera de voir comment il a pu devenir et ce qui l'a motivé finalement à devenir directeur marketing chez Zephyr Esports, qui est une équipe, pour ceux qui ne le savent pas, qui était en Div 2 notamment sur League of Legends, mais qui est une équipe e-sport du coup reconnue, avec un statut associatif qui est plus est. Et on discutera tout ça ensemble évidemment, donc l'objectif c'est de pouvoir partager, de pouvoir discuter, de pouvoir vraiment vous laisser interagir aussi avec ces personnes-là pour que vous puissiez apprendre, découvrir et connaître un peu plus évidemment l'univers de l'e-sport, l'univers du jeu vidéo qui est à la fois évidemment passionnant mais qui est aussi un univers qu'on ne connaît peu, du moins d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue éducatif. Je profite aussi de cette petite intro et pour laisser le temps aux personnes qui arrivent pour vous annoncer que cet épisode marque la fin de la toute première saison de Good Luck Have Fun, une saison qui a duré 3 mois avec près du coup de 10 épisodes, 10 épisodes du coup que j'ai pu faire avec 10 personnes vraiment fantastiques et que je remercie évidemment du fond du cœur. Donc voilà, ça ne veut pas dire que Good Luck Have Fun est fini, je vous laisse attendre évidemment en milieu de semaine prochaine, vous devriez être agréablement surpris parce qu'il y a une saison 2 qui arrivera super rapidement. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous annoncer que avec Blake, du coup, on va discuter de plein de choses et que sa présence marquera évidemment un tournant dans mon émission, puisqu'on va maintenant beaucoup plus changer de cap, changer d'aspect pour une saison 2 qui, vous le verrez à l'annonce, est pleine de promesses, pleine de fun. Waouh, ça fait un peu vieux de dire ça, mais voilà. En tout cas, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Vous êtes 5 à être maintenant sur mon live. Ça me fait toujours plaisir d'avoir autant de personnes pour un petit streamer qui est absolument un vieux random sur la scène e-sport. En tout cas, encore une fois, voilà, prenez le temps de vous installer, prenez le temps de prendre votre café si vous avez envie de participer au chat et si vous avez envie de discuter avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis, du coup, on va accueillir aujourd'hui Blake, qui est du coup directeur marketing chez Zephyr. Zephyr Esports, qui est une structure du coup en Div 2, notamment sur League of Legends, hein, c'est son plus gros succès, qui est une structure qui grimpe, qui monte évidemment dans la scène e-sport française, et que donc nous allons aborder de nombreux sujets évidemment avec vous, parce que l'objectif c'est que vous puissiez interagir le plus possible avec les personnes avec lesquelles je discute. On discutera avant tout de marketing, on parlera aussi du marketing de l'e-sport plus spécifiquement, et de voir aussi comment les éditeurs, certains du moins, s'adaptent justement à ce phénomène montant que représente du coup l'e-sport. Donc je vois que vous êtes de plus en plus, les chiffres fluctuent, ça me fait super plaisir de vous avoir en tout cas ce samedi matin à 11h. Sans plus attendre, je vais directement du coup passer sur le screen d'interview et puis on va commencer à discuter avec Blacky. Alors salut Blacky, normalement les gens devraient commencer à te voir. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Est-ce que En forme, tu m'entends? Yes, je t'entends, c'est parfait. Alors attends 2 petites secondes, je suis en train d'essayer de régler un petit souci pour pas qu'on me voit et qu'on te voit que toi. Super. Est-ce que tout le monde sur le chat nous entend, vous voit ou pas? J'ai l'impression que tout fonctionne parfaitement. Salut Blake, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi en forme? Ça va super en forme. Du coup, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter parce que j'ai commencé un petit peu à t'introduire, mais je pense que beaucoup de personnes ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer qui es-tu? Ok. Bah écoute, bien sûr, toi-même, moi, tu m'appelles, mon surnom dans l'e-sport c'est Blake, mais sinon je m'appelle Enzo. J'ai 22 ans, je suis étudiant dans une école qui s'appelle la Sports Management School, qui est une école spécialisée dans le marketing sportif. Et à l'heure actuelle, je suis donc, comme tu l'as très bien expliqué dans ton introduction, directeur marketing pour la Zephyr Esports. Et je suis aussi caster et présentateur web TV pour la Spoken Esports, une structure associative e-sports franco-belge, donc où maintenant elle s'est délocalisée en France pour aller en Belgique. Et donc voilà, du coup je suis présentateur web TV pour eux, moi aussi j'ai une web TV, etc. Bon, en ce moment c'est un petit peu galère de la faire avec tout ce qui se passe en ce moment et toutes les complications qu'il y a, surtout quand tu es directeur marketing. Mais voilà, Bien mais sûr. sinon, ouais. Sinon, par rapport à mon parcours, juste avant d'être chez Zephyr, j'étais chez No Weaver Esports. Pour ceux qui connaissent, en gros, on a eu
pas mal de bons trucs, hein. On a fait les FNCS Fortnite tous les ans. On a fait les Australia Contenders d'Overwatch en 2018. On a eu des bons Trop palmarès. Je stylé. crois qu'on a fini, ouais, on a fini premier, je crois, le premier jour et troisième, le deuxième ou troisième, je sais plus. Ça remonte à tellement longtemps. On a fait plein de trucs. On a eu des partenariats avec la Nice Success School, qui est une école aussi de business à Nice. On a fait plein d'événements. On a fait plein de trucs avec No Weaver et malheureusement, cette structure a fermé. Le président voulait fermer cette structure définitivement et du coup, bah, j'ai voulu trouver une autre équipe e-sport et c'est Zephyr qui m'a le plus tapé dans l'œil. Même s'il y a eu de très bonnes équipes e-sport à côté d'eux, hein. Il y a eu PCS, donc Conqueror si tu connais. Ouais, Il y a bien eu sûr. quoi d'autre. Voilà, il y a eu aussi Northway qui est une très bonne équipe. Il y a eu Evoza, etc. Bref, il y en a eu plein et j'ai décidé d'aller chez Zephyr. Parce que voilà, je sais pas pourquoi, je sentais que ma place était chez Zephyr. Je sais pas, genre, tu sais, quand Il y j'ai avait le bon regardé tout, j'ai feeling, fait quoi. bah, ouais, voilà, le C'est feeling, bah, important. généralement, c'est comme ça. Bah, après, quand forcément tu reçois, tous les jours, tu reçois 20 DM en te disant, ouais, je veux que tu sois directeur marketing dans mon équipe e-sport, etc. Parce que forcément, quand t'as la réputation que t'as eu à No Weaver, quand t'es entre guillemets en free agent, t'as tout le monde qui est là en mode putain, il nous faut un directeur marketing, tu vois, genre. Et puis, comme maintenant le président il recommandait à beaucoup d'équipes e-sport qu'il connaissait, bah, ses anciens adhérents, bah, forcément, bah, Ouais, j'étais en beaucoup fait, en. c'est important de. Bah, c'est bien parce que du coup, je saute directement sur ça, mais c'est une question de réseau aussi beaucoup, hein. Quand on va dans le monde associatif comme ça, etc., c'est la raison pour laquelle tu as eu des opportunités, des chances pour pouvoir travailler dans différentes équipes e-sport. Et l'avantage, c'est que tu as pu choisir. C'est quand même un luxe de pouvoir faire un choix. C'est quand même super intéressant. Est-ce que, du coup, tu pourrais rapidement un petit peu nous expliquer en quoi consiste le rôle de directeur marketing dans une équipe e-sport? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton day-to-day, par exemple, et qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que parfois tu as du mal à faire ou qu'est-ce qui peut être compliqué? Alors, en tant que directeur marketing, j'ai un petit peu cassé les codes. Je vais expliquer un truc pour les gens qui sont là. Directeur marketing, il y a souvent trois mots qui reviennent. C'est sponsor, argent et je sais pas, le troisième, il y a tellement de choses. Bon, bref, tout ce qui tourne autour du sponsor et de l'argent généralement, tu vois. Mhm. Genre, c'est bah, voilà, les marques, tu vois, par exemple, tu vois, pour le troisième mot. Genre, généralement, c'est toujours ça qui revient. Et je vais casser un petit peu le truc. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est on va dire maximum 30% d'un travail d'un directeur marketing. Un directeur marketing, c'est pas ça. Ça, ce que j'ai dit, c'est la finalité de son travail. Mais c'est ce que les gens retiennent. Les gens retiennent généralement la finalité et pas le parcours. C'est avec le temps qui regarde le parcours qu'il y a. Un directeur marketing, si vous voulez une définition exacte, c'est quelqu'un qui élabore et qui met en place des stratégies marketing et de communication. Ça veut dire qu'un directeur marketing, déjà, il touche pas qu'au marketing, il touche à la communication. Parce que la communication, c'est une forme de marketing. Il n'y a pas réellement comment dire, de marketing pur. C'est-à-dire que le marketing, c'est tout et n'importe quoi. Ça enveloppe tellement de choses. C'est pas comme le management, par exemple, tu vois. Pour le management, tu peux t'orienter. Management d'équipe, des unités commerciales, etc. Là, en l'occurrence, directeur marketing, c'est tout. Tu gères autant la partie combien tu vas ramener dessous, tu gères la partie comment tu vas communiquer, l'image de marque, toi, parce que toi, tu es quand même directeur marketing de quelque chose, donc forcément, bah, tu es représentant, tu représentes l'équipe e-sport, la marque que derrière, donc les bureaux, tu vois, c'est toi qui va représenter la marque, c'est toi donc qui a ce poids d'avoir l'image de marque sur toi, tu vois. Donc un directeur marketing, en fait, c'est énormément de choses. Pour ce que je fais par exemple dans mon day-to-day, comme tu m'as demandé de le préciser, moi par exemple, déjà pour commencer, on a ce qu'on appelle une base de données des prospects. En gros, c'est un énorme Excel, si vous voulez. Un Excel de genre, on parle pas de 100 lignes, on en parle de 1000, 2000, Bien avec sûr. avec énormément de marques réparties banque, merchandising, juste monétaire par exemple, banque, Mhm. bref tout ça. Et en gros en fait tu vas répertorier toutes les marques dedans, avec toutes les adresses email que tu as trouvées, avec tous les liens Facebook, LinkedIn, machin. Si tu as un numéro de téléphone, tu mets le numéro de la personne que tu peux contacter, Ouais, etc. c'est. machin. Ok. C'est C'est un du truc prospect, genre, quoi. voilà, c'est du prospect. Parce C'est que super important. voilà. Mais avant de faire ça, bien évidemment, donc, tu fais ça. Et entre-temps, parce que moi, il y a des agents commerciaux avec qui travaillent avec moi, qui travaillent aussi pour moi, mais avec moi surtout. J'aime pas dire pour moi, tu sais, genre, je suis Ça fait un peu patron, mais sans bizarre, lettre, ouais. tu vois. Non, Ouais, je suis patron sans lettre, tu vois. Genre en gros, hiérarchiquement, je suis son supérieur, mais j'aime pas être son supérieur dans le dans sens la où. psychologie.
Ouais, puis même dans le sens où dans le monde associatif, il y a nécessairement une hiérarchie qui peut Non. s'imposer. Néanmoins, après, derrière, tu as toujours. Enfin, c'est un respect mutuel et c'est un projet qui est porté par un groupe et pas porté par une seule personne. Mais ça, tu le comprends très bien, c'est bien que tu le spécifies. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que, genre, moi, les gens avec qui je travaille, etc., genre, j'aurais toujours dit, je suis pas quelqu'un de naturellement, on va dire, relou pour le travail. Juste que j'aime bien quand les choses sont faites, etc. Et puis, généralement, moi, pour ceux qui me posent, un style de management qui mélange entre le paternaliste et le participatif. C'est un style de management assez risqué quand tu y penses, mais quand tu arrives à bien maîtriser, généralement, bah, c'est moi, on m'a déjà dit en cours que j'avais la meilleure vision du management possible en fait. Genre pour que quelqu'un se sente bien dans une entreprise, si j'étais dans une entreprise et que j'appliquais ça, bah on m'a dit en fait t'as la meilleure vision possible. Genre des Après, managers. c'est rigolo parce que, enfin, je pense pas qu'il y ait une vision du management qui soit la meilleure possible. Ça dépend vraiment des personnes avec lesquelles tu travailles. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, le management doit se redéfinir parce qu'on voit que c'est quelque chose qu'il faut constamment redéfinir et remettre en place. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interloque un tout petit peu, c'est le mot paternaliste. Il faut faire très attention quand on emploie ce mot-là parce que c'est un mot qui est connoté politiquement et historiquement. C'est ça. Initialement, le paternalisme, c'était aussi le grand patron qui, pour préserver la santé, entre guillemets, et surtout la productivité de ses employés, faisait en sorte que le lieu de travail soit aussi le lieu de vie de ses employés. Donc le paternalisme, C'est c'est ça. intéressant si tu parles dans un sens où tu es là pour les accompagner, les aider, et tu es là aussi pour Ah ouais. apprendre avec eux. Après, c'est clair qu'attention, il faut tout de suite, et c'est très compliqué de le faire, c'est impossible, mais il faut tout de suite vider le côté politique et historique que même moi je résume très mal de ce mot. Mais alors du coup, ça m'intéresse quand même parce que voilà, on voit que tu as beaucoup d'expérience, que tu vraiment réussi voilà, à développer de plusieurs choses. Toi, aujourd'hui, enfin, comment est-ce que tu as été introduit? Comment est-ce que tu as découvert justement le monde de l'e-sport? Comment est-ce que tu as découvert les jeux vidéo? Ok. Bah les jeux vidéo, je joue depuis que je suis tout petit, hein. Généralement, je pense comme tout le monde, depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Ma première console était la Nintendo 64. Pour vous donner une idée, je suis jeune, mais j'ai grandi comme un vieux. Non, je rigole. Non, non, mais voilà, mes Nintendo premières 64, c'est vrai que ça date, hein. ça date. Bah, c'était années 90, je crois, c'est 94 ou 96, je sais plus. Je sais pas du tout. Euh, Je sais pas du tout. en gros, attends, hop. En gros, genre là, j'ai grandi avec cette console-là. Avec le temps, après, j'ai grandi sur PlayStation 2. Après Ouais. PlayStation 3, je suis resté toujours PlayStation. Et après, j'ai grandi un petit peu avec le PC, etc. Et j'ai découvert le monde de l'e-sport. Et bah, figure-toi, assez tardivement, il doit y avoir, genre, je devais avoir, je quoi, j'ai 22 ans, 17, ouais, il y a genre 4-5 ans, dans ces environs-là. Il y a 4-5 ans, quand j'étais encore au lycée. Euh, je connaissais le monde de l'e-sport grâce à Vitality, on va pas se mentir. Ouais, Vitality, bien voilà, sûr. je faire un parcours de Vitality. Et en gros, genre, euh, en gros, si tu veux, c'est une anecdote incroyable avec moi. C'est en gros, j'étais en cours et je discutais de jeux vidéo avec un ami à moi. Et il y a mon prof d'espagnol qui vient et qui me demande si on parle du jeu Overwatch. Et en gros, on dit non, non, on parle de Dark Souls, etc. Parce qu'on parlait de jeux vidéo avec cet ami-là. Et en fait, c'est mon prof qui m'a donné envie de jouer à Overwatch. Et on jouait à Overwatch ensemble. Et après, j'ai décidé d'être joueur e-sports. Et du coup, j'ai découvert le monde de l'e-sports comme ça, C'est mais insane. juste en tant que joueur. Là, Et du c'est coup, insane. t'as été joueur pour Overwatch un peu? T'as Ouais, pu ouais, profiter? j'ai été joueur. J'ai fait deux équipes e-sport, mais la première c'était les Farfadets. C'est genre, c'était juste en fait un groupe de potes à nous qui avons décidé de créer une équipe e-sport juste Ouais, pour bien sûr. rigoler, juste pour faire des tournois, etc. Et juste pour C'est la base, juste hein. s'améliorer. On voulait juste s'améliorer, on voulait même pas devenir joueur e-sport. C'est juste après, moi j'ai décidé de faire ça. Et après, j'étais. Alors, l'équipe e-sport dans laquelle j'étais c'est ce qu'on appelle Monkey Sports, qui était une team. Je crois qu'elle était même pas structurée à ce moment-là, genre, mais elle avait quand même de bons résultats sur Overwatch et surtout, alors, tu sais, Overwatch, il y a plusieurs modes, t'as le 2 contre 2, t'as le 4 contre 4, etc. Tu sais, C'est vrai. t'avais pas que du 5 contre 6, et du coup, ils étaient forts dans tous ces modes de jeu-là, et en global, ça a été, vraiment, ça a été, ils étaient bons, mais moi, j'étais genre remplaçant du remplaçant. Tu vois, genre, j'apportais le Ouais, bien café sûr. Bah, c'est et package j'étais tout en connu, bas, quoi. voilà. Voilà. Et du coup, ouais, après cette expérience-là, après, parce que je me suis dit que être joueur e-sport, tu mettrais plus de temps à devenir joueur e-sport qu'à terminer tes études. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Je suis en études, autant terminer mes études. Et donc, j'ai été joueur. Et à un moment, j'ai totalement décidé d'arrêter. Et je pense que ta question était comme maintenant comment t'es devenu directeur marketing. Une Entre anecdote autres, ouais, aussi. vas-y, continue, c'est parfait. Vas-y. Une anecdote assez cool aussi qui m'est arrivée, donc je remercie BNZ, je sais pas s'il m'écoute, mais voilà, c'est un ami à moi qui est dans ma classe. Et du coup, on s'est rencontrés parce que si tu veux, j'ai redoublé ma première année d'études supérieures parce que je travaillais pas. Et en même temps, j'étais tellement concentré sur Overwatch que voilà quoi, Bien sûr. j'ai On en parlera après ça. Et c'est pas voilà. un échec en soi de redoubler, au Ah non, contraire, hein. C'est non, une non, force de personnage et au de contraire. caractère. Ouais. Bah moi, ça a été une force d'avoir redoublé. Et je suis fier d'avoir redoublé parce que j'ai rencontré quelqu'un qui lui
BNZ était un ancien gros joueur e-sport, top 500 joueur français Counter-Strike, a fait des dizaines de compétitions, a allé dans tous les trucs possibles. Bref, il était destiné à être un bon joueur et a décidé d'arrêter parce que tu sais, quand t'es jeune, les parents sont pas très d'accord. Et puis, ça, c'est un monde entre guillemets nouveau pour eux, tu vois. C'est Même si clair, pour c'est nous, ça clair, fait c'est des clair. années qu'il existe. Bah, eux, c'est nouveau et puis, ça fait peur de se lancer. Tu te dis, sur internet, tout peut échouer du jour au lendemain. Tu vois, demain, le jeu il ferme, t'es au chômage, tu vois. C'est normal. Mais voilà, et du coup, on discute. Et du coup, lui, bah, il décide de passer, cette année-là, il décide de passer directeur e-sports pour la No Weaver Esports. Et en gros, genre, il recherchait quelqu'un dans le marketing parce que voilà, le président en pouvait plus. Il devait se slalomer entre trop de choses et le marketing, c'était une grosse épine du pied. Et du coup, ils ont fait des recherches et ça n'a pas avancé à grand chose. Et mon ami m'a dit, bah, si tu veux, j'ai quelqu'un pour toi, il est très bon en marketing. Parce que c'est vrai, comme je te dis, après, j'aime pas associer ça, vraiment ça, mais j'avais de très bonnes notes en marketing et en management. Du coup, c'est-à-dire que je m'y connaissais. Et puis, c'est genre, voilà, de toute façon, j'ai lu des livres sur la psychologie, j'ai failli en écrire un aussi à un moment. Donc, pour donner une idée vraiment de comme quoi je savais que quand je m'adresse à quelqu'un, je sais Bien sûr. comment parler, etc. Du coup, bah, il m'a dit, ouais, mais forcément, il faut qu'on construise une équipe autour du marketing. Il nous faut un directeur marketing, il est venu me voir, il m'a dit, voilà, Blake, il y a mon équipe e-sports qui cherche un directeur marketing et je sais que t'es bon là-dedans. Et tu sais, quand t'es là, tu dis, quoi? Genre, tu comprends pas. Donc, voilà, au début, on te dit, comment ça, je vais être directeur marketing? Genre, on te propose ça. Alors que toi, t'as jamais rien demandé. Je voulais rester dans l'e-sport, je voulais être président d'une structure, etc. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, directeur marketing, c'était quelque chose qui me mettait mieux. Et je le remercie énormément, cet ami, parce que quand je suis rentré, on m'a tout de suite, tu sais, dit, pas, j'étais le sauveur, mais en gros, ah, tu vas manger une épine du pied, ça va être incroyable. C'est clair, Et du c'est super coup, important de travailler en ouais, équipe, c'est clair. et au début, bah, c'est moi qui gérais les contrats, par exemple, tu vois. C'est moi qui écrivais les contrats d'adhérents, etc. Après, c'est pas des contrats compliqués à faire, hein. Tu trouves un template sur internet et puis tu modifies à ta sauce. Mais il fallait faire d'autres contrats, des contrats de location, des C'est des contrats choses de qu'il fallait faire. sponsoring. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des choses qu'il fallait faire. Et donc, forcément, bah, avec le temps, bah voilà quoi. Et du coup, bah, je suis rentré comme ça chez No Weaver et puis ça m'a plu. Et puis après, en 6 mois de No Weaver, j'ai pris une expérience incroyable, j'ai pris une maturité incroyable. Et en fait, tu te rends compte que ouais, le monde de l'e-sport, c'est pas juste jouer aux jeux vidéo quoi. C'est autre chose. Il y a tout un aspect derrière, c'est incroyable. Bah c'est ça, c'est un peu le principe de cette émission d'ailleurs, et c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu sois là, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit un peu la face visible du monde de l'e-sport, et c'est normal, on voit les joueurs professionnels, on voit les influenceurs aussi qui font partie complètement de ce monde-là, on voit les différentes web TV, les présentateurs, etc. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que derrière il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, que ce soit des équipes techniques, des équipes opérationnelles, que ce soit des équipes stratégiques, hein, avec le marketing, etc. Et Bien ça, sûr, bien c'est sûr. vraiment super, super intéressant. Et du coup, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on voit vraiment dans ton parcours que finalement, c'est à travers tes expériences que tu as vraiment pu gagner en maturité, que tu as pu gagner en compétences. Est-ce que voilà, tu pourrais un peu nous expliquer, enfin, tu nous as dit voilà, que c'était grâce à un pote que tu étais rentré dans le monde associatif et que tu avais découvert ça. Quel conseil tu pourrais avoir, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaiterait justement s'investir, au-delà simplement du fait de devenir joueur pro, mais qui souhaiterait s'investir dans une association? Quels sont, toi, les 3 ou 4 points qui t'ont vraiment marqué et qui sont super importants à garder en tête? Alors déjà, pour commencer, déjà premier point qui est sûr, c'est aller dans un poste qu'il aime. Hmm. S'il aime parler marketing, il va devenir agent commercial. Après, il deviendra directeur marketing ou il est directement directeur marketing. Premier point, être dans le secteur que t'aimes. C'est très important. Tu vois. Moi, par exemple, j'aime beaucoup parler. Bah, si j'étais par exemple juste présentateur web TV, ça m'aurait suffi. Mais directeur marketing, ça m'a donné un plus. Tu vois. Bien sûr, Ensuite, bien sûr. deuxièmement, le plus gros point qu'il faut pour ça, je restais dans le marketing pour avoir des exemples à moi. Après, bah, vous appliquez ça dans les cas. Le deuxième point, c'est au début, c'est l'introduction que tu vas avoir. Là, quand je parle d'introduction, c'est toi qui vas être posé là, qui va dire, ok, je veux tout savoir sur l'équipe eSports dans les moindres détails. Quand est-ce qu'elle a été créée, les grandes dates clés, pourquoi, etc. En gros, c'est l'investigation, c'est ton introduction dans l'association, donc tu vas investir sur tout, tu vas aller voir les réseaux sociaux, etc. Parce que tu te dis, ok, si je peux apporter mon avis, si je peux apporter des conseils, etc. Forcément, quand tu es dans le marketing, c'est ton job. Après, si par exemple, je sais pas, genre t'es coach, bon, bah, voilà, quoi, tu vas savoir quelles étaient les équipes avant, pourquoi vous avez changé des joueurs, qu'est-ce qui serait mieux pour améliorer les joueurs. Bref, toi, tu vas réfléchir à tout ça. Troisièmement, le conseil ou point qui m'a plus marqué, c'est c'est le travail à charger. Tu n'auras pas le choix de travailler tellement dur parce que là, ce qui est bien avec le monde de l'e-sport actuel et surtout le monde associatif, c'est qu'il y en a partout.
T'as tout le temps des associations qui recrutent, ça recherche, ça se fait signer un truc d'adhérent, tu rentres pour 0 €. Des fois, il y en a qui te font payer l'entrée, ce qui est normal, hein, c'est comme une association sportive. Une association sportive, genre quand tu vas t'inscrire dans ton club de foot à côté de chez toi, tu payes, c'est normal. Parce que bon, cet argent-là est réutilisé derrière pour toute l'équipe e-sport qu'il y a. Mais après, moi, je connais plein d'équipes e-sport qui ont juste, qui sont juste en mode, bah, on te fait rentrer gratuitement, tu signes un papier d'adhésion et puis voilà. Mais Ouais, genre, franchement, en ça gros, dépend c'est. après. Ça dépend de Ouais, ton ça statut, dépend. tu vois, si t'es en tant Bien que... sûr. Si tu... Parce que quand tu payes une adhésion pour une association sportive, tu ne travailles pas dans cette association spécifique, tu vas Non. profiter d'une infrastructure, tu vas profiter d'un coach, D'un etc. Là où accompagnement, dans l'e-sport, quand tu vas pour travailler pour une structure, c'est vrai que payer, ça peut paraître un peu contradictoire. Donc après, à c'est voir ça, ça. comment le monde va s'évoluer. De toute façon, moi, pour ce qui est associatif, j'ai toujours une règle d'or, c'est toujours essayer d'aller un peu se prospecter, voir les gens qui y travaillent, voir les personnes qui s'intéressent, et pour, comme tu dis, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, et c'est très important, regardez toujours le contrat qu'on vous fait signer. Un contrat associatif n'est pas un contrat professionnel, il est beaucoup moins engageant, il est beaucoup moins restrictif, donc faites toujours très attention à ça. Mais de toute façon, on en reparlera très vite dans Good Luck Cafe Ouais, avec, j'espère, avec une avocate extrêmement compétente. Du coup, je ouais, t'ai interrompu, vas-y, continue, je t'en prie. pas Quel de serait problème. ton autre conseil Et associatif? du coup, ouais. Ouais, bah après, c'est le travail acharné, c'est en fonction de toi, et bah c'est toi en fait. Tu vas devoir. Parce Ouais, que là, on a, clairement. comme je dis, on a la chance que le monde associatif soit énorme. Mais le monde de l'e-sports, en moins de 5 ans, il n'y aura plus autant d'associations. Il va évoluer, il va être structuré, il y aura ci, il y aura ça. Donc il n'y aura plus de la place pour tout le monde. Là, en l'occurrence, on a la chance qu'il y ait de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que cette place-là, dans 3 ans, 5 ans, c'est une prédiction. Après, ça peut être plus, peut-être Ouais, être bien moins. sûr, bien On sûr. sait pas. Et environ dans 3 5 ans, retenez ça, il n'y aura plus de place pour tout le monde. C'est maintenant. Si vous voulez investir dans l'e-sport, si vous voulez travailler dans l'e-sport, c'est maintenant. Et il va falloir vous tuer pour garder votre place. Parce que vous allez me dire, oui, je suis dans une association, je suis pas payé, je fais ça bénévolement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans un CV, le bénévolat, ça attire beaucoup plus l'œil que tes expériences professionnelles. C'est euh, c'est mon expérience à moi. Quand tu regardes que tu as fait, que t'es bénévole partout, tu as un mec qui va dire, ok, il a pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais le mec il s'investit. Donc ça veut dire que lui, il est déjà dans la mentalité de se dire, ok, je vais avoir un travail et je vais m'acharner pour que ce travail soit bien fait. Donc ça, déjà pour commencer, c'est très important de faire des bénévolats et être bénévole dans une association. C'est Ouais. très important. Ça, c'est très important. Comme ça te donne en plus de la crédibilité à ton image. Et en plus, ça te permet de te positionner par rapport aux autres concurrents que tu auras quand tu vas déposer des CV. Vous tuez pas au Deuxième. travail quand même, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Soyons Mais voilà, raisonnables. oui, bien sûr, mais c'est juste que les Bien bénévolats, sûr. c'est vrai que ça a une Mais il faut plus-value s'investir. Ça, c'est incroyable. clair. Oui, faut Ça, c'est clair. s'investir, c'est sûr. Ensuite, ce qu'il faut, et c'est très important, c'est que quand vous avez cette place acquise, quand vous l'avez, c'est sûr, vous l'avez, etc. Comme moi, par exemple, directeur marketing chez Zephyr, je l'ai. Je l'ai, voilà. Ils ont vu comment je travaillais, ils m'ont fait tester, ils m'ont dit, ok, on te prend, machin, c'est sûr, clair et net. Quand tu fais ça, quand tu es comme ça, après, le dernier conseil que je peux te donner, c'est, admettons, tu as tout fait. Tu as pris ta place, tu connais pas tout par cœur, mais tu connais toutes les choses importantes de ton équipe e-sports. Tu t'es acharné, et le dernier truc que je peux te garder, c'est de continuer à évoluer personnellement. Quand je dis personnellement, je parle psychologiquement, etc. Parce qu'on le sait, un travail qu'on a nous fait toujours évoluer psychologiquement d'une part ou d'une autre. Par exemple, genre, je vais te dire une bêtise, admettons que, je sais pas, moi en tant que directeur marketing, j'ai été pour habitude d'avoir des horaires genre, je dis une bêtise, 8h, 22h. Je te dis une bêtise. Bah au moins, au moins sur ces 8h, 22h là, admettons que j'ai fait ça pendant plusieurs mois, ça m'a permis de me concentrer sur des gros horaires, avec des grosses charges. Donc ça veut dire que psychologiquement et mentalement, je serai forcément meilleur pour quand je vois une énorme charge arriver à l'école, quand je vois des problèmes qui m'arrivent à gauche, à droite, etc., tu seras les gérer. Donc en fait, Bien c'est sûr. juste ton développement personnel, il va se faire par le biais de ton expérience, mais surtout, tu vas surtout essayer aussi de travailler sur toi-même. Moi, je vais te dire, directeur marketing, on m'a mis des bâtons dans les roues tous les jours. Et on continue à m'en mettre, hein, c'est normal, c'est entre guillemets mon métier. Tous les jours, le marché il change, tous les jours, il y a des choses qui bougent. Demain, bah, du jour au lendemain, je sais pas, genre, admettons que LoL ça fonctionne plus du jour au lendemain, bah voilà quoi, Zephyr perd sa plus-value. T'as plein de choses qui vont changer. Du Après, coup, si jamais du jour au lendemain LoL ne fonctionne plus, vraiment, je pense que je remets en question l'intégralité de mon engagement, aussi bien pro qu'associatif, dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. ah ouais, mais moi voilà, moi je prends, voilà, moi je pleure dans mon lit, c'est sûr, parce que voilà, on va pas se mentir, LoL c'est ce qui a révolutionné l'e-sport aussi, le monde actuel, surtout en France même. Clairement. Mais voilà, mais juste voilà, en gros ton développement personnel, c'est le dernier point Ouais, non, c'est vrai. qui m'a choqué C'est et super qui est important. surtout important. Ouais, c'est très important. Et c'est pour ça que quand je te dis que quand par exemple je travaille avec des gens,
Alors, je parle pas de collaborateurs, je parle genre comme des agents commerciaux. À chaque fois, on fait des réunions. Et sur la dernière réunion, c'est voilà, libérez-vous. Parlez si vous avez une envie, machin que t'as. Ils peuvent parler de leur vie personnelle s'ils en ont envie, ça permet de libérer, etc. Mais si voilà, ils ont des soucis personnels, par exemple, j'arrive pas à gérer la pression, j'arrive à pas être moins stressé, j'arrive pas à ça, et ben on a toujours ces 10 ou 15 minutes à la fin qui permettent un petit peu de se dire, ok, on fait un break sur tout ce qui est travail, etc. Et on va se concentrer sur vous personnellement. Parce que on le sait, si personnellement ça va pas, ton travail il est moindre. Ouais, bah c'est Il clair, va c'est pas. important. Voilà. Donc c'est très important que personnellement, tu arrives à te développer et à t'endurcir. Et bien évidemment, je le dis, se développer personnellement, c'est dur. C'est une tâche très dure et on le fait tous les jours de notre vie jusqu'à la mort, malheureusement. Ok. C'est vrai, c'est une Ouais, vérité. non, bien sûr, c'est très Mais important. après, tu gagnes en maturité, etc. Et après, tu es surtout plus crédible aux yeux des gens, tu vois. Ça, c'est vrai. Et beaucoup de gens, par exemple, négligent ce côté personnel-là dans beaucoup d'équipes e-sport. Et ça me désole parce que tu te dis que tu as des gens qui sont recrutés. C'est genre, des fois, il y a des équipes e-sport qui ont même des sortes de psy, des sortes de gens qui travaillent dans la C'est psychologie, etc. et qui c'est important. interviennent. Et c'est très important. Mais c'est l'une Et des facettes du management aussi. Comme tu le bien disais sûr, précédemment, c'est aujourd'hui être un bon manager, c'est savoir aussi permettre à ses employés, aux personnes qui travaillent avec soi, etc., d'avoir un espace pour pleinement s'exprimer, d'avoir un espace aussi pour pouvoir progresser, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir tirer un bénéfice de son travail. C'est clair que ce qui est toujours. très important aussi dans le travail, et je pense que c'est là où tu voulais en venir, c'est de dire que on doit avoir l'impression d'être utile à un projet. On a l'impression de devoir, on souhaite avoir l'impression, on souhaite, et tous, je pense que c'est humain, avoir un peu un impact sur ce que l'on fait. Et donc c'est très très important de pouvoir se développer personnellement, de pouvoir apprendre de ses erreurs, mais aussi évidemment d'avoir un espace inclusif, sain, dans lequel il est possible de travailler et dans lequel aussi les managers doivent s'assurer que l'espace dans lequel je travaille est propice à un bon travail, n'est pas propice à des discriminations, n'est pas propice et ne tolère pas aussi des comportements déplacés, etc. Hello Krios, peux-tu augmenter ton son? Autant pour moi, c'est parce que je suis très loin de mon PC en fait. Plus je parle, plus je me recule. Vous devriez mieux m'entendre maintenant. En tout cas, c'était vraiment super intéressant, Blacky, tout ce que tu as dit. Je pense que les 4 points sont vraiment assez pertinents. J'aurais une autre question pour toi. Est-ce que du coup, tu pourrais un peu nous raconter ce que tu fais en tant que présentateur TV? Parce que c'est quelque chose, j'ai jamais eu l'opportunité de discuter avec quelqu'un qui le fait de façon assez fréquente. Et je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ok. Déjà, je précise, la Web TV, bah, c'est un petit peu comme d'ailleurs, ton super projet que tu fais en ce moment sur Twitch et qui m'a beaucoup touché. C'est pour ça d'ailleurs que je Ah, c'est préfère te c'est le grave dire en live. sympa, merci beaucoup. Bah, c'est normal, c'est du bon travail. Et puis, franchement, je suis fier de participer surtout au dernier épisode. Donc, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que en tant que présentateur Web TV, déjà pour commencer, moi, c'est des émissions qui vont parler que d'e-sports. Où je suis posé comme là, j'ai un sujet que j'ai fait, il y a un canevas, il y a une présentation faite avec des points, etc. Je vais parler de ça, je vais poser une sorte de problématique. Je fais comme un sorte de petit cours, mais pas trop. En gros, juste j'ai un sujet, je me pose, j'ai un invité. Je discute, je dis bah voilà, par exemple le premier épisode qui se portait sur l'économie de l'e-sport, où je parlais en détail de l'économie de l'e-sport, que représentait les parts du marché, combien le marché de l'e-sport a été en 2020, combien il va être, etc. Bref, tu as tout ça que j'ai présenté et avec un invité, etc. Donc en fait, j'ai un sujet et puis je présente et puis après on discute, on débat avec les gens, bah, comme dans le chat, on discute avec l'invité donne son avis, il y a un débat, etc. Mais si tu veux, genre, bah, par exemple, moi sur mon premier épisode qui est disponible sur YouTube aussi, genre, je parlais d'économie e-sport. À chaque fois que je parlais d'un détail, je demandais à l'invité son avis ou ce qu'il en pensait. Et puis, bref, on évoluait sur ce sujet. À la fin, il y avait une conclusion qui conclut un petit peu ce que j'ai dit sur quelle est l'économie de l'e-sport, où il va aller, etc. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai décidé de faire un petit truc à la fin, ça s'appelle le débat, où en gros, c'est l'invité qui choisit un sujet. Et par exemple, l'invité qui était donc l'écho, qui travaillait chez Shuri eSports, est arrivé et a choisi comme thème GTA 6 le mythe. Parce que GTA 6, tout le monde en parle, GTA 6, voilà. C'est vrai ça. Voilà, et du coup, on parlait de sujet. Du coup, en fait, bah, généralement, genre, ouais, je présente une sorte d'émission. Il y a un petit sujet qui est là, et puis voilà, genre, je sais pas, je peux que le résumer à ça. Après, en Ah, non, détail, mais c'est super intéressant. C'est très très après, en intéressant. détail, pour donner des détails, bah, c'est moi qui m'occupais intégralement de la Web TV. Les horaires de diffusion, c'est moi qui a fait le canvas, c'est moi qui a choisi le sujet, c'est moi qui a, avec le président, la Smoked, on a choisi donc l'invité. On a fait des speeches, on a fait des, c'est des, comment, des, bah, comme
des entretiens comme ça sur Discord où en gros Ouais. on disait voilà, il va y avoir ça, 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 tu pourrais dire ça à tel moment, ça à tel moment, je vais dire ça, on se coordonnait sur ce qu'on va dire. Donc c'était prévu à l'avance en fait. Tout ce qui était dit était prévu à l'avance, on le savait, tu vois, parce qu'on fallait faire voilà, des réunions. Super. Genre, on faisait des réunions, etc. sur ça, juste pour se pitcher et dire ok, bah écoute, on part sur ça, et puis voilà. Du coup, c'est comme ça qu'on a créé la Web TV, et l'épisode 2 il sort vers septembre parce que retard, tout ça, et puis je précise en live, voilà, je le donne, le sujet numéro 2 de ma Web TV se portera sur l'e-sports aux Jeux Olympiques. J'en dis pas plus. Ah! Ah, ça va Voilà. être intéressant ça, parce que pour le coup, j'en ai pas mal parlé avec Nico Besson, qui était invité de l'une de mes anciennes émissions. Et on a justement discuté un petit peu de voir le comité des Jeux Olympiques, savoir un peu pourquoi l'e-sport aujourd'hui n'était pas complètement accepté et intégré dans ces compétitions-là. C'est vraiment ultra intéressant, c'est passionnant. Je vous invite aussi, du coup, pour faire une petite introduction à ce que dira Blake plus tard en septembre, à aller voir du coup ce replay sur mon YouTube avec Nico Besson, c'était super intéressant. Du coup, en vrai, c'est assez intéressant de voir que on peut discuter un peu de tout dans tes émissions et c'est ça qui est passionnant. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu. Tu me dis que tu parles d'économie de l'e-sport, enfin d'économie de ce monde-là. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que toi tu perçois, enfin ce que tu étudies, ce que tu fais, pour qu'on en sache un peu plus. Ok. Par rapport à l'économie de l'e-sport, il faut savoir que déjà pour commencer, moi j'ai des cours d'économie dans mon école. Sinon, voilà. Donc en gros, l'économie de l'e-sport, il faut savoir un truc, ça a calqué exactement l'économie du sport actuel. Tout ce que le sport actuel fait, tout le modèle économique, tout ça, l'e-sport l'a juste repris et l'a mis à sa sauce. Donc déjà pour commencer, je résume là, 5 heures de recherche. Techniquement, en fait c'est vrai quand tu penses que c'est l'économie de l'e-sport. Généralement, l'économie, il y a une définition pure de l'économie, de ce que ça représente. Mais l'économie, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme le marketing, comme le management, ça enveloppe tellement de trucs que tu peux pas. Et du coup, l'économie de l'e-sport, comment je le perçois que c'est un monde. Il a pris, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais entre 2008 et 2018, le marché mondial de l'e-sport a augmenté de 700% dans les environs. Ce qui est énorme. On passe de ouais, on est à 300 millions, à 30 millions de dollars max en 2008, max, à, ok d'accord, on est à genre limite 1 milliard. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, en fait, quand tu remarques ça, quand tu as juste ça, tu te dis, ok, le monde de l'e-sport, c'est un monde à part. Et du coup, forcément, ma perception des choses, c'est un monde qui s'est créé tout seul, avec des jeunes. Est-ce qu'il s'est créé tout seul le monde de l'e-sport? Je t'interromps là parce que... Oui, bien sûr. Il s'est créé tout seul. Oui et non, parce qu'en réalité, genre le monde de l'e-sport, si tu veux vraiment revenir à la base où est l'e-sport, Ouais, bien sûr. selon moi, la base de l'e-sport, c'est merci et ils ont existé les speedrunners. L'époque où les speedrunners, Bien sûr, donc ceux qui entre autres. c'est des gens qui, voilà, c'est des gens qui en gros jouent à un jeu vidéo et essaient de terminer le plus rapidement possible, ou taper le meilleur score sur un truc, etc. Et en gros, Exactement. en fait, c'est tout cet acharnement que ça qui se sont dit, mais attends, mais si on joue à des jeux, il y a des jeux multijoueurs qui sont arrivés, Gears of War, Call of Duty, ils ont dit, mais attends, mais on voit que les speedrunners ça rapporte beaucoup, parce qu'à l'époque, même si ça rapportait pas beaucoup, quand tu gagnais un speedrun, ça dépendait de si t'étais dans le guidebook des records ou pas, mais tu gagnais une certaine somme d'argent, tu vois. Et en fait, avec tout ça, ils se sont dit, tiens, aux États-Unis, ils commencent à faire des tournois entre eux, un tournoi d'entre eux de Gears of War, et ça s'est implanté en Europe, ça s'est implanté en Asie, ça s'est implanté partout en fait, tu vois. Et du coup, en fait, tu te dis que c'est assez intéressant. c'est un monde en fait qui s'est juste construit. Parce que les gens voulaient juste jouer de base. C'est comme le football de base. Quand tu reprends l'origine du football, c'est juste des gens c'est juste des lycéens qui voulaient taper un five. C'est techniquement ça, tu vois. Ils voulaient juste jouer. Et puis avec le temps, ils se sont dit, tiens. Ouais. Là, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, désolé, mais tu vois, moi, c'est assez intéressant ta vision parce que pour moi, l'e-sport aussi, et ce qui fait la grande différence avec le sport, c'est que le terrain de jeu de l'e-sport, c'est le jeu vidéo. Or, le jeu vidéo est la propriété intellectuelle de l'éditeur qui a publié le jeu vidéo. Là où le football, très sincèrement, tu prends une balle, tu vas sur un terrain communal, tu peux te taper, comme tu le dis, voilà, un foot avec des potes après le lycée, y a pas de souci. Le jeu vidéo, enfin, l'e-sport passe par le prisme de l'éditeur du jeu vidéo, ce qui veut dire que derrière, c'est ça, pour moi, la plus grosse et la plus importante différence entre le sport et l'e-sport. Après, j'ai pas de connaissances particulières dans ce domaine-là, c'est pour ça que c'est intéressant tes points de vue, mais c'est que demain, un éditeur comme Riot Games décide de ne plus investir dans l'e-sport, est-ce que tu penses que l'e-sport peut continuer d'évoluer en tant que scène, même sans l'aide, et peut-on véritablement développer faire de l'e-sport sans l'aide de l'éditeur du jeu? Alors,
moi je pense que déjà, c'est pour commencer, Riot arrête d'investir dans le sport, c'est un petit peu bête. Parce que ça leur Oui, non, rapporte mais peu ça, d'argent. ça, ça, c'est hypothétique, on est bien d'accord, je pense pas qu'ils le feront, Voilà, tu vois. on va dire dans une dystopie incroyable, Riot Games décide d'arrêter. Est-ce que l'e-sport pourra toujours continuer? Techniquement, l'e-sport pourra toujours continuer. En réalité, ce qui va juste changer, c'est déjà pour commencer, il y aura beaucoup moins d'argent. Donc les cash prizes vont être beaucoup moins gros. Les gens vont beaucoup moins investir. En fait, si tu veux, genre, si par exemple, comme tu l'as dit, si je prends ton exemple, Riot Games demain s'en va, c'est un effet domino. C'est Riot Games s'en va, en plus, c'est pas un petit domino, Riot, c'est un gros domino, tu vois. Genre, Ah il fait bah, je pense que la scène e-sport prend un sacré coup sur la tête, ouais, c'est clair. ça crée un coût énorme et que en fait on remarque de plus en plus que les éditeurs de jeux veulent être beaucoup plus présents, veulent limite comme tu sais des marques à part entière, genre comme si Coca-Cola arrivait et investissait dans l'e-sport. Ils veulent vraiment se donner ça alors que pourtant c'est l'éditeur de jeux, tu vois. C'est genre eux qui ont créé le jeu limite, tu vois, genre avec évidemment Le jeu leur plein de... appartient, c'est la propriété Voilà, intellectuelle de l'éditeur, c'est ça qui est fort voilà, aussi, tu c'est ça vois. qui est très fort. Mais si par exemple demain Riot s'en va, déjà pour commencer c'est un monde, alors là je t'imagine même pas le vacarme sur Twitter que ça va être, mais surtout mais surtout, en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour être, pour avoir pas une idée, mais juste peut-être un sentiment, je veux dire les sentiments que j'ai, je pense que l'e-sport sera toujours présent, mais tellement qu'il va être écroulé que est-ce qu'il va continuer à vivre et est-ce que la pérennité du truc va durer? Non, clairement pas. Au bout de 5 ans, C'est ça ciao, en au fait, tu revoir. vois, c'est ça qui est intéressant, du coup tu le dis, et je pense qu'on se rejoint sur ce point-là, c'est que dans l'e-sport, en fait, il y a un rôle ultra important, il y a une création de liens très forte entre justement l'éditeur du jeu vidéo et les équipes e-sport. Ce qui fait C'est qu'en ça. fait, tu sais, c'est un peu le principe d'une balle qui va d'un camp à l'autre constamment, en fait. C'est-à-dire que tu as à la fois des équipes qui doivent professionnaliser ce monde-là et qui doivent justement faire en sorte que ce monde devienne aussi le plus rentable possible, parce qu'aujourd'hui l'e-sport n'est pas rentable. L'e-sport ne tient que parce qu'il y a un investissement derrière, parce qu'il y a une promesse de rentabilité sur le moyen terme et sur le long terme. Mais aujourd'hui l'e-sport n'est pas rentable pour les équipes. Et puis tu as aussi du coup de l'autre côté l'éditeur qui doit permettre et doit donner les meilleures conditions pour que les équipes puissent se développer sereinement. C'est-à-dire aussi avec, regardez Riot Games qui décide de mettre des ligues fermées, ligues qui sont très critiquables d'un point de vue compétitif, mais qui d'un point de vue humain et d'un point de vue pro pour les équipes, c'est une assurance, un gage de qualité pour te dire, même si tu sous-perfs pendant 1-2 saisons, ton investissement initial ne disparaîtra pas en claquant des doigts. Ce qui, je l'espère, dans 20 ans ne sera plus le cas parce que l'e-sport sera suffisamment rentable et aura développé des channels de financement et d'investissement suffisamment costauds pour justement résister à une relégation. Et d'ailleurs, justement, je rebondis sur ça pour te poser la question. Quelles sont selon toi les principales sources de revenus pour une équipe e-sport? Sachant que toi, tu es directeur marketing de la Zephyr e-sport, quels sont selon toi les principaux canaux à travers lesquels une équipe peut récupérer des fonds et peut justement après les réinvestir ou payer ses joueurs, etc. Alors par rapport à ça, après ça, comment dire, ça dépend de, comment dire, ça dépend de plein d'équipes e-sports. À l'époque, la Bien première sûr. source de revenus le premier source de revenus qu'avait, comment dire, la première source de revenus qu'avait l'e-sport, c'était surtout, comment ça s'appelle, c'était surtout genre les partenariats. Les C'était partenariats surtout et le ça. merchandising, ouais, c'est clair. Voilà, c'est ça. Mais avec le temps, ça a évolué, tu vois. Avec le temps, ça a évolué. Avec le temps, voilà, genre, ça a pas trop changé. Bah tiens, attends, je vais te prendre, hop, mon graphique qui est là pour donner une idée que je n'ai plus. Bon bref, en gros, genre, généralement, les sources de revenus, ça dépend en fait de toutes les équipes e-sport. Mais je vais te donner les principales. Ça va être donc tout ce qui va être un petit peu genre partenariat, tout ça, genre des gens qui arrivent et qui lâchent énormément d'argent. Ensuite, en deuxièmement, on va prendre le merchandising, c'est normal. Le merch, ça rapporte pas beaucoup le merch, mais ça rapporte quand même, tu vois. Ça permet d'avoir pas mal de sous. Après, quand tu vois par exemple l'effet Carmine Corp, on va prendre cet exemple-là, l'effet Carmine Corp ont vendu un nombre de maillots incalculable que le site a craché et qu'ils n'en avaient même plus en stock. Pour en donner une idée, tu vois. Donc d'un côté, genre forcément, quand le merchandising marche autant, il y a C'est un très petit bénéfice important. derrière. Ouais, c'est un petit bénéfice. Ensuite, troisièmement, c'est les cash price. Il faut savoir que les cash C'est price, vrai, c'est très vrai. ça rapporte pas mal. En fait, si vous voulez, je sais pas combien c'est en général les cash price. Non. Je sais pas la répartition exacte des cash price dans des équipes françaises, mais ça peut tourner pour une équipe entre 20 à 50%. C'est énorme. Parce que quand tu as un cash price de 100 000 euros, je veux t'assurer que prendre 50% sur 100 000, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Bon, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a tout. Il y a la web TV qui rapporte, etc. Après, ça, c'est plus secondaire. Mais là, je te Ouais, dirais,
Je Mais dirais tout de suite, ouais. Mais tu vois, genre, ce qui moi me marque toujours, c'est que malgré toutes ces sources de revenus, les équipes ne sont toujours pas rentables. Prendre comme exemple Vitality, aujourd'hui Vitality, si ce n'est pour les financements qu'ils reçoivent annuellement, Vitality ne serait pas complètement rentable. Je pense ils pourraient réussir potentiellement à atteindre tu sais, zéro, le zéro symbolique en mode ni perte ni gain. Néanmoins, c'est pas le un business model sans ni perte ni gain ne fonctionne pas, tu vois. Genre, du coup, ce qui m'intéresse, c'est dans le foot, dans le sport, il y a le principe de ticketing. T'as le principe de la localité de l'équipe, l'OM. Quand ils vont faire un match à Marseille, ils vont avoir un stade rempli et le ticketing leur retombe directement dans les poches. Et ça représente une source de revenus colossale. Et en plus de ça, ils touchent Pour une moi. localité, ce qui fait que Marseille peut perf ou peut ne pas perf. Ils auront toujours des supporters dans leur stade à, fond, à 200%. Demain, une Ouais, équipe e-sport qui ne perf pas pendant ouais. 2 ans, et c'est le cas avec Vitality actuellement qui a du mal sur certaines scènes, et elle perd petit à petit sa fanbase parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de d'accroche, tu sais, il n'y a pas une accroche régionale, il n'y a pas une accroche symbolique. Vitality avant c'était un peu le club FR, donc tu avais une accroche symbolique mais qui disparaît avec la montée et la progression de la scène. Donc tu vois, genre, c'est ça qui est assez intéressant, c'est selon toi quelles vont être les prochaines évolutions de ce monde-là, du monde de l'e-sport, pour justement atteindre ce seuil de rentabilité qui permettrait à l'e-sport d'exploser quoi, et de véritablement pouvoir réinvestir par la suite dans cet écosystème. Je précise que ça sera la dernière question à laquelle je réponds malheureusement parce que Ouais, après, là, pas de soucis, t'inquiète. en plus, petite parenthèse, je vais travailler à Vitality. Là, je pars pour travailler à Vitality. Donc, en Ah, plus, let's go, The Hive, non? ouais, au BI, exactement. Ah, Donc, bravo, si vous GG. vous pouvez me voir. Bah venez au Donc, ouais, V-Hive, voilà, c'est le call, allez voilà, au V-Hive pour rencontrer Blake. c'est ça. Pendant ma pause, on se fait une interview et tout. Alors, par rapport à ça, c'est une très bonne question que tu poses. Et allez, tu sais quoi, je vais essayer d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible et le plus d'objectivité. On va dire que, déjà pour reprendre, des clubs par exemple comme Marseille, etc., qui ont ces sources de revenus-là, est importante pour eux, c'est normal. Mais par exemple, on a bien vu, genre, les paris, même avec un stade vide, où tu sais, à l'époque où ils ne pouvaient pas remplir de stade, ils n'ont pas perdu d'argent, réellement d'argent pour autant, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, en fonction de de la grosseur de l'équipe ou de l'investissement qu'ils ont par d'autres biais, en fait, les tickets, en fait, ça rapporte limite plus grand chose. Genre, je crois que ça rapporte, bah, dans le marché de l'e-sport, les tickets, c'est genre même pas Ah 10%. bah, ouais, Dans c'est le clair, marché, et il n'y a pas le droit de diffusion non plus, parce que je parle de ticketing, mais je parle aussi de droit de diffusion, ça c'est ce qui manque bah, pour l'e-sport beaucoup. ça va arriver, t'inquiète pas. Ça va arriver, bah, déjà, moi, franchement, s'ils veulent mettre ça en place, moi, je pense qu'ils devraient ouvrir un compte Twitch payant. Tu sais, comme un abonnement Beansport. Ah, ils vont sur Twitch, c'est payant. Tu payes genre 3-4 € par mois, tu vois. Et bam, t'as les droits de diffusion pour Tu les paierais matchs. toi? En tant que Moi, viewer, franchement, tu paierais pour regarder l'e-sport? franchement, oui. Mais Perso après, aussi. le problème, perso aussi, après, le problème, c'est que quand tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Vitality, au VIve, ils diffusent les matchs gratuitement. Est-ce que Vitality pourront diffuser les matchs encore gratuitement ou vont-ils arriver et dire ok, t'es obligé de prendre un abonnement chez nous ou alors l'abonnement que t'as sur Twitch machin peut être utilisable dans les hives, etc. Est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une source de revenus qui pourrait Ouais. monter l'e-sport à un niveau colossal d'argent et montrer à tout le monde que ouais, c'est pas des lol. On n'est pas là pour rigoler, De c'est un ouf. vrai sport. Après, le Et le problème, c'est problème, est-ce qu'on aurait un public, quoi? Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a peu de gens qui regardent, il y a peu de gens, tout est relatif, ouais. qui regardent le foot à cause du coup des chaînes de télévision. Est-ce que tu penses que l'e-sport pourrait survivre justement à un passage à l'abonnement payant? Moi, personnellement, je pense que actuellement encore, ça serait compliqué, tu vois. Non, ouais, t'as raison, c'est compliqué. Je pense que quand l'e-sport sera structuré en France, quand l'État français dira c'est un vrai sport, machin, etc., on vous donne les droits sortis, parce que malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, Vitality et Carmine Corp et même plein d'autres équipes e-sport françaises ou qui sont en gros sous loi entreprise, pas associative sous loi entreprise, sont des SAS, des sociétés à action simplifiée. Pourquoi? Parce que c'est la SAS, c'est peut-être le truc le plus simple, hein, comme dans le nom, simplifié, c'est le truc le plus simple pour une entreprise. C'est pas une SARL, etc. machin. Donc t'as vraiment ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas rentable. C'est tellement simple entre guillemets comme ouverture d'entreprise qu'en fait, bah, le problème c'est que t'as beaucoup de problèmes qui se posent derrière. T'es limité, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu vois, genre t'as beaucoup de trucs comparés à une SARL, une EURSL, je sais pas. Bref, t'as compris. Genre bref, toutes les autres types d'entreprises sont en France, même si on te taxe beaucoup, t'as beaucoup plus de choses derrière, t'as un packaging énorme derrière comparé à une SAS. Et une SAS, bah ça freine un petit peu. Et s'il y a des droits TV, les SAS, ils peuvent un petit peu se mettre dessus, tu vois. Ils vont arriver, ils vont faire ouais machin, bah non,
bah nous, on peut mourir, on peut survivre. En fait, on sait pas vraiment. Donc, pour l'instant, tant que c'est pas structuré en France, tant que l'État français a pas dit c'est un sport, vous le considérez comme un sport, c'est comme ça que ça Ou alors on le fonctionne. considère comme un e-sport, tu vois. Parce que on peut dire il y a un ministère du sport et puis à côté il y a une branche e-sport, tu vois. Faut considérer l'e-sport comme de l'e-sport, même si c'est une branche du sport selon moi, tu vois. Genre ce sera intéressant. Je vois l'heure qui passe, je veux pas te retarder, Blake, je veux pas te Ah, mettre en porte-à-faux vis-à-vis de allez, Vitality. ouais, allez, une dernière question. Dans moins de 100 minutes, je pars. Allez. Il y aura une Non, il y a Thierry qui dit qu'il y aura une perte de l'audience comme la F1 sur Canal Plus au début des chaînes payantes. ouais, mais C'est c'est vrai. clair. C'est clair. Bah, je C'est, pense c'est- on peut rebondir sur ça comme dernière question sur ce qu'il vient de ouais. dire. Je pense ouais, que Turek a raison, tu vois. C'est la peur aussi du dire aujourd'hui, il n'y a pas une fanbase suffisamment solide pour l'e-sport qui commence à grimper, tu vois. Mais il n'y a pas une fanbase suffisamment solide pour dire qu'on peut passer sur des droits payants. Regarde le succès Carmine Corp aux UEM où ils ont regroupé sur la chaîne OTP, je crois qu'il y avait plus de 300 000 viewers. Très sincèrement, OTP est une chaîne payante. Bah, tu passes de 300 000 à 30 000 viewers. Je pense que tu obtiens 10% des personnes qui. Parce que du coup, tu as une barrière à l'entrée qui est trop importante. Enfin, même Non, si mais c'est un abonnement risible à du 3, 4, 5 euros, tu vois. Et c'est aussi la force de Twitch. c'est la force de Twitch et c'est pour ça que on va un petit peu conclure sur ça. Est-ce que genre après c'est la mentalité qui va changer des gens. On a toujours eu quelque chose de gratuit. Pourquoi on l'aurait payant? Bien Par sûr, exemple, bah bien sûr. je prends l'exemple de la NBA. La NBA à l'époque sur Canal+, à l'époque de Jordan, c'était gratuit hein. C'était gratuit quand tu voyais Jordan à la télé. Plus maintenant. Maintenant, bon, Jordan, tu le vois derrière les bureaux. Mais tu vois que ça a attiré moins de monde. Après, il y a des gens qui payent Beansport. Après, Beansport, c'est pas que la NBA, tu vois. Le La foot. Ligue 1, ouais, c'est le foot. T'as mis un peu C'est... d'e-sport sur Bing. Ouais, t'as un petit peu T'as un d'e-sport. package, quoi. Ah ouais, et après, le problème, c'est que t'as aussi des banques qui sont là-dedans. T'as CIC qui ont ouvert leur chaîne CIC eSports, qui est totalement gratuite. Donc, en fait, le problème, c'est qu'en fait, l'e-sport, ça s'est basé sur la gratuité. Et le problème, c'est que pour que ça soit réellement rentable, faut passer tout payant. Et la mentalité des gens, elle va être considérablement détruite par rapport à ça. Moi, à titre personnel, je payerais parce que je me dis, c'est dans le domaine dans lequel je travaille. Ouais. C'est pas que j'ai pas le choix, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir ça. Et puis après, est-ce que payer une chaîne payante, on n'aura pas, comme tu le fais là, par exemple, très bien, des émissions par rapport à ça où ça va discuter comme le CIC font. On sait Pour pas en la réalité. Twitch Donc, Money, quoi. ouais, voilà, en fait, on sait pas. Donc, d'un côté, je vais conclure, on va conclure sur ça. Moi, à titre personnel, je pense que ça serait une bonne idée, mais dans 10 ans. Voilà. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Dans Pourquoi 10 pas. ans. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, merci beaucoup Blake pour ta présence. Merci d'avoir discuté avec nous pour cet épisode, ça m'a fait vraiment super plaisir. Moi je vais rester 5 petites minutes si vous avez des questions sur le chat pour y répondre et pour faire une petite conclusion. Mais bah écoute, bon courage au V-Hive et puis bah j'espère à très vite, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé et force à ton émission, force à toi. Et ça fait plaisir de voir des gens comme toi qui s'investissent honnêtement dans ce milieu-là, qui font des émissions, qui invitent des gens comme moi ou même des gens d'ailleurs par rapport à ça. C'est ce qui fait évoluer l'e-sport actuel et je pense il manque des gens comme toi encore dans l'e-sport pour qu'on soit vraiment tous comme ça. Donc voilà, merci encore à toi. Ouais, c'est Passez méga une très sympa. bonne soirée. Bah, de rien. Passez une très très bonne journée à vous tous et puis bah j'espère vous revoir très vite et Yes. dans une émission et peut-être que tu viendras dans la mienne. Je sais pas. Ah, Avec plaisir, on en peut-être. discutera. Bah écoute, merci. Merci beaucoup Blake, bon courage. À plus. Merci. Ciao, passe une bonne journée. Du coup, je repasse très rapidement sur moi. Oh, pardon, autant pour moi, j'ai fait quelques petites erreurs stratégiques. Merci beaucoup, merci à vous tous qui avez participé à cette superbe émission. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait à la fin et pour conclure sur ce que tu disais du coup, Turik, c'est vrai que voilà, la moyenne d'âge de l'audience va grimper et en fait en grimpant, le niveau de vie, enfin aussi les revenus de cette audience vont grandir. Et en fait, l'idée aussi de l'e-sport, c'est de faire le pari de dire que bah, dans 20 ans, des personnes comme nous qui sommes aujourd'hui passionnés par l'e-sport, on aura des enfants, on aura une famille, on sera prêt du coup à s'investir à 200%. Donc ça c'est vraiment genre méga intéressant et je pense que soyons honnêtes, c'est aussi ce vers quoi tend l'e-sport actuellement, c'est un investissement sur le moyen terme de rentabilité. Et puis je pense qu'il y a de nouvelles sources de revenus qui vont exister, qui vont apparaître, qui peuvent être parfois critiquables ou pas. Par exemple le fait de pouvoir s'investir dans son équipe e-sport avec des tokens, vous savez, qui se basent sur le principe de la crypto-monnaie. Alors je ne connais pas la crypto-monnaie, je ne suis pas du tout un expert donc je ne parlerai pas de crypto-monnaie, mais le token que tu achètes qui en fait est un moyen pour toi de participer à des tournois, de participer à des regroupements communautaires et tout sur une commu, enfin pour ton équipe c'est une superbe idée et en tout cas je pense qu'on pourrait en discuter pendant très très longtemps. Merci à toutes les personnes qui ont participé, merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui pour cette petite interview avec Blake qui était un peu plus courte évidemment que les autres pour des raisons logistiques et techniques. Ça m'a fait super plaisir, comme je l'ai dit c'était le dernier épisode de la saison 1 de Good Luck Have Fun, donc évidemment je vous invite à rester connecté, à me suivre sur Twitter, YouTube, etc.
parce que vous le verrez bientôt, un petit teasing pour la saison 2 qui arrive très très vite au mois d'août. Et en tout cas, moi je suis impatient de pouvoir en discuter avec vous, de pouvoir continuer à faire cette émission. Donc voilà, si vous avez des recos, si vous avez envie de participer ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, ça fait toujours plaisir. Et sur ces jolis mots, dit encore une fois très rapidement parce que je parle trop vite, je vous souhaite une superbe journée, un très très beau samedi, et je vous dis du coup à très très vite pour de nouvelles aventures avec Good Luck Fun. Passez une très bonne journée et à plus. Merci à tous, au revoir.